C'était ce matin en Seine-Saint-Denis, Astrid Mesmorian, Jean-Baptiste Marteau, Hervé Pozzo. Il a rédigé sa déclaration dans la nuit. Ce matin, le ton est solennel. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir. Emmanuel Macron a choisi ce centre d'apprentis mécaniciens d'une banlieue populaire pour se lancer dans la course présidentielle. Il tente de s'affranchir de son passé au gouvernement. J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique qui empêche les majorités d'idées au motif qu'elles fragilisent les appareils, les partis traditionnels, les intérêts acquis, qui ne poursuit plus, au fond, l'intérêt général, mais son propre intérêt. Son entourage évoque une adresse aux Français pour qualifier sa déclaration. Emmanuel Macron parle d'espérance, d'optimisme et dit surtout vouloir dépasser les clivages. L'enjeu n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la gauche. Il n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la droite. L'enjeu est de rassembler les Français. 20 minutes de déclaration et pas de questions. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron nous ouvre les portes de son nouveau quartier général. Voici son bureau. Les réunions s'enchaînent déjà avec son équipe. Au Palais Mirabeau, il y aura combien de personnes? 800 minimum. Debout aussi? Debout. 1000 mètres carrés où bénévoles et permanents répondent aux donateurs et aux adhérents. Écoutez, pas de soucis, je lui transmets le message. Désormais, il y aura 2 à 3 déplacements chaque semaine. La candidature Macron est sur les rails. Et cette annonce rebat les cartes à gauche, où les mots sont durs contre l'ex-ministre. Elle trouble aussi le jeu à droite, où les partisans d'Alain Juppé notamment y voient un possible concurrent. Jeff Wittenberg et les Nuques, Pierre Beretta. Premier exploit d'Emmanuel Macron, il réussit à faire parler à l'unisson, ce n'est pas courant, toutes les familles du PS contre lui. En mode petit sourire en coin, rien ne m'affecte. Manuel Valls n'a même pas besoin de citer le nom de son ancien ministre, tout le monde a compris. Il faut de l'expérience. Une expérience qui a été éprouvée par le temps. Il faut de la force et non pas de la légèreté. L'exercice du pouvoir, c'est avoir le sens de l'intérêt général, le sens du collectif, refuser les aventures individuelles. En version résumée par une formule, Emmanuel Macron devient... C'est le candidat des médias. Il en est à sa 75e une de magazine sans avoir fait une seule proposition. Et en version mauvaise conscience de la gauche... On a 30-35% d'intention de vote pour les candidats de gauche. Il rajoute une candidature de plus. On est à peu près certain qu'il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour. Donc il prend une responsabilité qui est une responsabilité historique de permettre un second tour entre la droite et l'extrême droite. Comme un nouveau masque pour le vieux monde, tweet Jean-Luc Mélenchon, pendant que la droite, elle, prépare ses munitions contre ce nouveau candidat. Il a vite appris la politique politicienne. D'abord la trahison vis-à-vis de François Hollande, qui l'a poignardé dans le dos. Et puis maintenant, ces jeux qui ne m'intéressent pas. Les Français ne confieront pas leur destin à quelqu'un qui n'a aucune expérience et surtout qui n'a rien démontré pour le moment. Peut-être qu'il va le faire, oui. Mais pour le moment, en dehors des autocars, on n'a rien vu. Emmanuel Macron bouscule-t-il le jeu politique? Il a surtout bien choisi son moment pour faire parler de lui. Voilà, bonsoir Emmanuel Macron. Merci de réserver vos premières déclarations à France 2. Avant de vous entendre, quelques éléments sur vos orientations. Vous n'avez pas encore de programme, ça viendra sans doute plus tard, mais on en sait davantage, notamment depuis la semaine dernière, sur les grandes lignes de ce que serait votre politique. Magali Boissin. Sortir du clivage gauche-droite, c'est l'ambition d'Emmanuel Macron. Au cœur de son programme, proposer à tous les Français des carrières à la carte. Moins de normes fixées par l'État et beaucoup plus de décisions négociées dans l'entreprise, avec par exemple des droits différents en fonction de l'âge et du contexte. Proposer aux jeunes de travailler plus de 35 heures par semaine, mais seulement 30 à 32 heures aux seniors en fin de carrière. Fini la retraite au même âge pour tous. Des départs de 60 à 67 ans en fonction des métiers. Une logique de différenciation qui commencerait dès l'école, avec plus d'autonomie pour les établissements, la fin du primaire unique et une refonte de la carte scolaire. Autre pilier du programme d'Emmanuel Macron, promouvoir une économie du risque. Les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs ou encore les salariés après une démission auraient droit au chômage. Objectif, doper l'esprit d'entreprendre. Ces modèles, les start-up et la French Tech
qui réussit à l'étranger. Emmanuel Macron l'a déjà affirmé, les jeunes Français devraient rêver d'être milliardaires. On va y revenir. Quelques précisions d'abord. Est-ce que votre candidature est irrévocable? Bonsoir à vous. Vous savez, quand on prend ce type de décision, avec ce qu'elles emportent de gravité pour le pays, compte tenu du moment que nous vivons et sur le plan personnel, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et donc, ça n'est en aucun cas une décision provisoire. Oui, c'est une décision irrévocable. Si, courant décembre, François Hollande est candidat, est-ce que vous irez quand même ou est-ce que vous vous rallierez? La candidature qui est la mienne aujourd'hui n'est en aucun cas une candidature de ralliement à qui que ce soit. Si j'avais voulu me rallier, je n'aurais pas, depuis plusieurs mois, fait les choix qui ont été les miens, qui ont été les nôtres. Et donc, si je croyais dans le fonctionnement du système politique actuel de notre pays, en sa capacité, au fond, à répondre à nos défis, je n'aurais pas lancé En Marche le 6 avril dernier, je ne me serais pas battu pour ces idées, je n'aurais pas quitté le gouvernement et je ne serais pas là ce soir devant vous. Ce qui veut dire que oui, je crois à une recomposition de la vie politique française, oui, je crois que rassembler les progressistes, les Françaises et les Français de bonne volonté, celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui ne se retrouvent plus dans le système actuel, les rassembler autour d'un projet commun, de quelques priorités, de leur dire il y a des différences entre nous, elles sont là, c'est le fruit de notre histoire, de nos familles, etc., de nos convictions, de nos indignations, c'est une chose, mais est-ce qu'on partage la même vision des choses? Est-ce qu'on partage le même projet pour notre pays? Est-ce qu'on n'est pas indigné aujourd'hui du niveau de chômage que nous avons, des divisions internes, des risques que nous sommes en train de traverser? Alors face à tout cela, oui, je crois en une candidature de rassemblement, c'est celle que je porte. Même si François Hollande est candidat lui aussi. D'évidence. Vous lui avez parlé ces derniers jours, vous lui avez annoncé votre décision? Je fais partie des responsables politiques, vous me direz, ils sont peut-être de plus en plus rares, qui considèrent que les discussions qui relèvent de l'intime doivent rester dans la sphère de l'intime et du personnel. Vous vous souvenez de, non pas peut-être la dernière fois, mais l'une des dernières fois où il avait parlé de vous, François Hollande, écoutez, c'était sur France 2, au printemps dernier, vous étiez encore au gouvernement, vous veniez de créer votre mouvement. Emmanuel Macron, il a été mon conseiller. Il est dans l'équipe et il est sous mon autorité. Vous en êtes sûr? Mais j'en suis sûr parce que c'est entre nous, non pas simplement une question de hiérarchie, il sait ce qu'il me doit, c'est une question de loyauté personnelle et politique. Vous entendez, Emmanuel Macron, ce qui se dit sur la trahison. Là, on ne parle pas de politique, on parle du lien entre deux hommes, ça ne vous a pas freiné? J'ai entendu tous ces airs. J'ai une relation personnelle avec François Hollande et il se trouve que c'est un homme que j'estime, que je respecte. Et au-delà de l'homme, je respecte éminemment la fonction qui est la sienne. Et c'est pourquoi, depuis que j'ai quitté le gouvernement, vous ne m'avez jamais entendu attaquer le président de la République, contrairement à beaucoup. Hors du gouvernement et dans le gouvernement parfois, y compris celles et ceux qui appellent à la loyauté. Vous savez, beaucoup des gens qu'on a vus appeler à la loyauté sont d'anciens ministres qui viennent se battre contre leur président, d'anciens premiers ministres. Tout ça n'a aucun sens et je crois que nos concitoyens le voient bien. Mais ça ne vous a pas freiné? À titre personnel, j'ai été pendant 2 ans, le président de la République le rappelait, le conseiller de François Hollande. De cette période, je n'ai jamais fait de commentaires et je n'en ferai pas. Parce que c'est là aussi ma déontologie. Mais vous êtes associé à son bilan, en revanche. Je vais vous dire quelle est ma vision des choses et de la grammaire, à la fois politique et civique. J'ai conseillé François Hollande pendant 2 ans. J'en suis fier, j'ai servi mon pays ce faisant. Mais lorsqu'on est conseiller, on prodigue des bons conseils, sans doute parfois des mauvais. On est parfois suivi, d'autres fois non. Il y a une chose, c'est qu'on n'a pas la responsabilité politique des décisions qui sont prises. J'ai pendant 2 ans été ministre, je n'ai jamais considéré que celles et ceux qui me conseillaient étaient responsables des mauvaises décisions que je prenais. Et j'en prends toute la charge. J'ai ensuite quitté l'Élysée en juillet 2014 par une décision personnelle.
Je l'ai quitté non pas pour être nommé dans un grand groupe, non pas pour avoir une nomination politique. Vous vouliez retourner enseigner ou devenir. Non, mais je le dis, chercheur. c'est important parce que toutes celles et ceux qui nous donnent des leçons ces jours-ci ont tous et toutes quitté leur fonction pour aller trouver quelque chose d'autre, pour être nommé ou ci ou là, pour avoir bien souvent des prébendes. Ça n'est pas le choix que j'ai fait. Et j'ai été rappelé par le président de la République à la fin du mois d'août 2014. Ça n'était pas une demande de ma part. Je n'ai pas construit une carrière politique pour à ce moment-là devenir ministre de l'économie. C'est un honneur qui vous a été fait. C'est un honneur qui m'a été fait de servir mon pays. Je l'ai relevé avec la cohérence de mes idées et l'engagement qui a été le mien. Et je l'ai souvent dit, quand on est choisi ministre, nommé ministre par un président de la République, dans une démocratie moderne, la nôtre, on ne l'est pas par copinage. On ne l'est pas pour servir un homme. On l'est pour servir son pays. Du premier jour, j'ai défendu mes idées, ce en quoi je croyais. Et pendant 1 an, j'ai pu servir avec conviction, honneur et sous l'autorité du président et du Premier ministre. Et puis, il y a eu les différences d'appréciation. Nous avons eu ensuite des différences. Je les ai exprimées. Vous ne pouvez pas m'enlever cela. Alors, je suis resté cohérent et libre. Étant ministre, j'ai exprimé mes désaccords, j'ai marqué mes volontés. J'ai ensuite lancé ce mouvement politique de refondation. À ce moment-là, que n'entendais-je? Les mêmes qui me disaient il faut de la cohérence, il ne peut pas rester dans le gouvernement. Et j'ai entendu le président de la République, le 14 juillet dernier, qui a dit en effet qu'il fallait un choix de cohérence. Et vous avez pris vos responsabilités. Je l'ai fait et je vais jusqu'au bout. On avance. Mais je le fais pourquoi? Parce que je crois dans mon pays. Parce que, comme responsable politique, j'en ai vu à la fois les blocages, mais la force. Il y a une énergie dans le peuple français. Et cette énergie, nous n'avons pas le droit, au fond, de ne pas la révéler à elle-même. Mais une question encore sur cette candidature Emmanuel Macron, parce que l'autre aspect de votre dissidence, c'est que la gauche social-démocrate, pour le dire brièvement, va partir éparpillée à la présidentielle et que c'est presque à coup sûr l'assurance d'être battu pour cette gauche. Ça ne vous inquiète pas? Écoutez, comme vous, je vois les sondages aujourd'hui. Aucun candidat de la gauche, de gouvernement, qu'elle ne soit pas de gouvernement, n'est en situation d'accéder au second tour. Raison de plus pour la diviser? Qu'on ne vienne pas nous raconter d'histoire. La candidature qui est la mienne n'est pas une candidature socialiste. Ça n'est pas une candidature qui a vocation à rentrer dans la primaire, qui est la primaire du Parti socialiste. Pourquoi pas, puisque vous dites que la gauche est votre famille? Parce que je ne suis pas moi-même membre du Parti socialiste. J'ai dans mes soutiens, et je m'en honore, des membres du Parti socialiste, comme j'ai des membres de l'UDI, du MoDem, des Verts, des Républicains, et surtout beaucoup de Françaises et de Français qui ne se reconnaissent plus dans la vie des partis. Mais je ne vais pas aller dans une primaire dont je ne partage pas aujourd'hui ni le fonctionnement, ni l'esprit. La démarche qui est la mienne, depuis le 6 avril dernier, c'est une démarche de rassemblement. Je veux rassembler les Français. Moi, je ne parle pas à la gauche, je ne parle pas à la droite, je parle aux Français. C'est cela qui m'intéresse. Bien. Parce que les défis de notre pays aujourd'hui, quels sont-ils? C'est le défi de la mondialisation et de la recomposition européenne. C'est celui de la sécurité, dans un monde justement en proie aux risques terroristes, alors que nous sommes un État de droit. C'est le défi de la transformation productive, alors qu'il y a la transformation numérique et environnementale. C'est le défi des inégalités qui vient aujourd'hui fracasser toutes les sociétés. Sur tous ces sujets. Sur tous ces sujets, Emmanuel Macron. Notre pays, le défi de notre pays aujourd'hui et demain, pardon de vous le dire, mais que ce soit le Parti socialiste ou que ce soit les Républicains, ils ne partagent plus la même vision des choses. Ça n'est même plus une question de proposition. C'est une question de vision, de plan stratégique. Votre vision, Emmanuel Macron, c'est de dire on meurt sous les statuts, on meurt de trop d'État, il faut donner plus de liberté, plus d'émancipation. Mais est-ce que ça n'est pas un discours qui convient bien aux forts, mais beaucoup moins aux faibles? Si vous m'avez écouté ce matin, vous aurez entendu ce que j'ai dit. J'ai dit très clairement, je suis pour libérer l'énergie de celles et ceux qui peuvent, qui ont envie, qui sont en situation de travailler, d'innover, d'entreprendre. Parce que oui, pour cette France, la mondialisation est une opportunité pour cette France. La mondialisation est une formidable opportunité. Nous sommes un pays fort qui doit recréer des richesses. Parce que, je vais vous dire, si on ne recrée pas de richesses, on ne peut pas distribuer. Et donc, tous ceux qui vous promettent un modèle social très protecteur sans créer de richesses et sans produire en France, vous trompent. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour les plus faibles? Il faut libérer l'énergie de cette France et protéger les plus faibles. Mais les protéger vraiment, de deux façons. D'abord avec un État qui apporte ces nouvelles sécurités. Ces nouvelles sécurités, elles ne doivent plus dépendre des statuts
elles ne doivent plus dépendre des corporatismes, elles ne doivent pas varier selon le secteur d'activité auquel vous appartenez ou le statut qui est le vôtre. Quelle est notre protection aujourd'hui à l'égard d'un agriculteur qui est à la retraite et qui touche la retraite du MSA bien souvent extrêmement faible par rapport à celle d'un Français qui a fait sa carrière dans un grand groupe en contrat à durée indéterminée ou de celui qui en tant qu'indépendant, qu'il soit commerçant, artisan ou en effet aujourd'hui chauffeur ou employé dans des emplois de changer. Mais c'est une profonde injustice. C'est une profonde injustice. Donc, pour répondre à ce défi, nous devons simplifier notre système de protection. Nous devons avoir une protection beaucoup plus universelle, beaucoup plus transparente, c'est-à-dire la même pour tous, avec des droits individualisés. Et oui, lorsque on a la carrière qui est par exemple la vôtre, David Pujadas, on ne peut pas avoir les mêmes droits à la retraite que celle d'une femme ou d'un homme qui travaille chez Arc International, où j'ai eu l'honneur de me rendre à plusieurs reprises, qui est une entreprise où les conditions de travail sont très difficiles. Ça n'a plus aucun sens de se battre pour un âge légal qui soit le même pour vous et pour l'ouvrier d'Arc. Ça n'a pas de sens. Donc on voit bien qu'il faut là aussi recréer beaucoup plus d'intelligence et en même temps des vraies sécurités, des vraies protections individuelles adaptées à notre époque. Et ce sera le sens du programme que vous développerez. Ce sera le sens de ce projet d'un mot, parce que quand on parle de sécurité des plus faibles, pour moi la première des sécurités, c'est l'école. Et ce sera l'un de mes combats. La jeunesse, l'école. Parce qu'aujourd'hui, notre école, elle laisse un jeune sur 5 à la fin de l'école primaire sans savoir lire, écrire ou compter. Et ce sera là. Et donc, ne vous méprenez pas. Votre action. Les vraies protections commencent là. Parce qu'un enfant qui ne sait pas lire, écrire ou compter, c'est un enfant qui sera progressivement perdu par le système scolaire, qui sera perdu dans la vie active. Et ça, c'est aussi un combat. Et donc, vous l'avez compris, je ne tolérerai aucun blocage. Je n'accepterai aucune des contraintes au fond du système qui veut tout étouffer. Parce que je crois qu'il y a dans notre peuple une énergie, une volonté de faire et une espérance, non pas pour la guetter dans une lucarne, pour la faire ensemble. Merci Emmanuel Macron d'avoir répondu à nos questions.